Christophe Wasinski, vous êtes professeur de relations internationales à l'ULB, membre du Centre de recherche et d'études en politique internationale, le REPI, et chercheur associé au GRIP sur les questions militaires et de sécurité surtout. Vous avez récemment publié, hier, un livre qui s'appelle « Les armes, marchandisation et fabrique d'un monde dangereux » aux éditions de l'ULB. Merci d'être là et d'avoir accepté cet entretien. C'est un plaisir de vous recevoir à l'ABP dans le cadre de notre campagne contre l'armement d'Israël par la Belgique. Un grand flou persiste ici en Belgique entre la législation, l'effectivité de la législation et les déclarations politiques. Donc on vous reçoit aujourd'hui pour éclairer un peu tout ça au niveau de la situation de l'armement d'Israël par la Belgique. Alors première question, et pas des moindres, la Belgique arme-t-elle Israël ? Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir de répondre à vos questions ou de tenter de répondre à vos questions. Donc pour embrayer sur votre première question, je dirais ça. D'abord, je vais faire référence à quelques éléments historiques. C'est que dans le passé, donc, la Belgique a armé Israël, ça c'est assez clair. Dans le passé, je veux dire par là, il y a des dizaines d'années, il y a par exemple eu un accord entre l'industrie israélienne et l'industrie belge, l'industrie même wallonne, je vais dire. La FNR Stahl a produit pendant un moment des pistolets mitrailleurs qui s'appelaient Uzi et qui étaient de conception israélienne. Et ces pistolets mitrailleurs équipaient notamment la gendarmerie belge à l'époque. Et en contrepartie, FNR Stahl donc, avait fourni à Israël des mitrailleuses d'un type qu'on appelle les mitrailleuses MAG, des mitrailleuses assez générales. Donc, dans le passé, il y a eu des collaborations en tout cas et des échanges entre l'industrie d'armement belge et l'industrie d'armement israélienne, c'est très très clair. Puis il y a quand même eu un moment charnière, un moment important dans l'histoire de ces relations en Belgique, c'est que suite à l'opération Plomb durci qui s'est déroulée en 2008 et au nombre de victimes que cette opération israélienne a causé parmi les populations palestiniennes, le ministre des Affaires étrangères belge de l'époque, au niveau fédéral, donc, qui était Karel de Gucht, qui était membre de l'Open VLD, a décidé qu'il fallait durcir la position de la Belgique et être beaucoup plus prudent vis-à-vis des exportations d'armes à destination d'Israël. Et donc il a rassemblé les acteurs des différentes régions parce que les licences d'exportation d'armes en Belgique sont une prérogative régionalisée. Donc il a discuté avec les représentants de la région bruxelloise, de la région flamande, de la région wallonne, et il a mis en place un accord intergouvernemental qui prévoit de ne pas exporter d'équipements militaires aux forces armées israéliennes ou aux forces de sécurité israéliennes. Alors il y a un phrasé particulier qui dit quelque chose de type qui créerait des déséquilibres dans les rapports de force, etc. Mais donc clairement, c'est une mesure qui vise à limiter les exportations d'armes. Donc autrement dit, pour revenir à votre question, des exportations d'armes en ligne directe de la Belgique, que ce soit de la Flandre, de la région wallonne ou de Bruxelles, aux forces de sécurité israéliennes, il y en a assez peu, mais il y a quand même un certain nombre de collaborations et un certain nombre de choses qui existent. Mais des grandes exportations classiques de type des lots de mitrailleuses ou de blindés, etc., il n'y en a pas à ma connaissance depuis 2008. Et il y a par exemple eu le reportage investigation de la RTBF l'année passée qui révélait qu'il y avait des armes wallonnes, enfin en fait des composantes wallonnes qui armaient les F-15 et F-16 qu'utilise Israël contre Gaza. Est-ce que ça, on ne peut pas considérer que c'est de l'armement ? Le ministre-président wallon, Adrien Dolimon, se justifiait en disant qu'en fait on ne peut pas savoir où ça termine parce qu'il y a plus de 1000 entreprises qui font partie de la chaîne de production et que le destinataire final est parfois complexe à appréhender. Alors tout à fait, donc ça c'est une question extrêmement pertinente donc, qui concerne des productions de composants. Je vais d'abord commencer par faire une petite remarque par rapport aux déclarations que vous répercutez du ministre-président. Donc on est dans un secteur qui est quand même très particulier, qui est le secteur des productions d'armement, donc des équipements qui sont destinés à blesser et tuer des personnes. Donc a priori, quand on ne sait pas, on s'abstient et on ne fait pas. Donc c'est tout à fait irresponsable, à mon sens, de dire que puisqu'on ne sait pas, et que par ailleurs on ne cherche pas sérieusement à savoir, et bien que dans ce cas-là, c'est une opportunité, cette non-connaissance est une opportunité pour octroyer des licences d'exportation. Alors maintenant, pour être plus précis sur le fond par rapport à votre demande, effectivement, donc il y a un reportage important qui a été réalisé par un journaliste qui travaille pour la RTBF, François Corbiot, et qui montrait qu'une entreprise française qui a une filiale basée en région wallonne, Safran, produisait des équipements qui servent sur des réacteurs. Ces réacteurs sont montés sur des avions américains. Donc Safran, la filiale de Safran basée en région wallonne,
produisait des composants de réacteurs qui étaient envoyés aux États-Unis, à Boeing. Ces composants étaient montés sur des appareils de type F-15, peut-être même F-16, et une partie de ces appareils ont été vendus à l'État israélien. L'État israélien a commandé de nouveaux appareils F-15 et la probabilité est là que si on continue sur la même politique que la politique actuelle, que des composants fabriqués en Wallonie se retrouveront sur des F-15 vendus par les États-Unis à l'État israélien. Donc il y a un vrai problème par rapport à ça. Il y a un problème aussi parce qu'on sait, c'est facile à trouver quand on fait des recherches en source ouverte sur Internet, que ces appareils ont été utilisés non seulement en Palestine, mais ont aussi été utilisés par les forces armées israéliennes contre le Liban, contre l'Iran, contre le Yémen et en Syrie. Donc dans toute une série d'opérations qui sont tout à fait illicites au regard du droit international. Donc c'est extrêmement problématique à mon sens que de continuer à laisser s'exporter ce genre de choses-là. Alors je vais peut-être aussi faire un lien avec un deuxième dossier. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas d'exportation d'équipements militaires en ligne droite, mais il y a des choses plus indirectes. C'est qu'il y a quelques années de ça, alors je pense que c'était en 2023, si je ne dis pas de bêtises, une question a été posée aux parlementaires de la région Wallonne, une question qui concernait des licences d'exportation d'armes pour des États israéliens. Et c'était à l'époque Elodie Roupeau qui était ministre-président. Il était absent, donc c'est Valérie Debu qui a pris la parole à sa place, qui a répondu, donc qui a lu une réponse. Et dans sa réponse, elle a indiqué que notamment la région wallonne avait octroyé une licence de transit pour des pièces pour des sièges éjectables pour des avions F-35 à destination d'Israël. Donc autrement dit, Israël dispose d'avions fabriqués aux États-Unis, des avions F-35. Ces avions ont besoin de beaucoup de pièces de rechange pour pouvoir continuer à être opérationnels. Les pièces de rechange n'étaient pas, pour le coup, fabriquées en région wallonne, mais il y avait une demande de transit et la région wallonne a laissé passer, en toute connaissance, ce transit. Donc, autrement dit, la région wallonne a contribué à rendre opérationnels ces appareils, qui sont également des appareils utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza et puis dans d'autres conflits de la région. Alors, je me permets aussi d'ajouter une dernière chose par rapport à cette question des F-35, c'est que l'armée belge a acquis des F-35 et le ministre de la Défense actuel, Theo Franken, a fait savoir que l'armée belge allait acquérir de nouveaux appareils F-35. Et ça coûte extrêmement cher, ces appareils. On estime que ça coûte environ 100 millions de dollars pièce pour chacun des appareils. Et les décideurs politiques belges aimeraient qu'une partie des composants de ces F-35 soient produits sur le territoire belge. Donc ça pose la question indirectement de est-ce qu'on va produire des composants en Belgique, non pas uniquement pour les avions que l'armée belge va acheter, mais qui seront mis dans un pool et qui vont être distribués par après à tous les autres utilisateurs de F-35, dont les forces armées israéliennes. Dernier élément par rapport à ces F-35 également, c'est qu'il y a en Flandre une entreprise qui livre des composants aux fabricants de F-35 et on pense que ces composants flamands se retrouvent montés sur des appareils F-35 utilisés par l'armée israélienne. Et est-ce que la position de 2009, la position commune donc dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elle incluait aussi le transit d'armes ou c'était seulement l'exportation? Ce que je peux dire, c'est que le décret de la région wallonne couvrait, initialement, il couvrait certains types de transit. On faisait la distinction entre le transit avec transbordement et le transit sans transbordement. Le transit avec transbordement, ça signifie par exemple un appareil de transport atterri à l'aéroport de Liège. On vide sa soute, on retire le contenu, on met le contenu en question dans un autre Boeing civil de transport et la marchandise ensuite est envoyée vers Israël. Donc là, il y a un transbordement et donc là, ça nécessitait explicitement une demande de licence d'exportation et ça faisait l'objet d'un suivi par l'administration et la signature d'une autorisation, le cas échéant, par le ministre-président de la région wallonne. Le cas où il n'y avait pas de transbordement n'était à l'époque pas couvert par la législation wallonne. Donc, supposons qu'un appareil états-unien atterrisse à l'aéroport de Liège. Il atterrit, le pilote se repose quelques heures, où on fait le plein d'essence peut-être dans l'appareil, et puis après 1 heure, 2 heures, 12 heures, je ne sais pas exactement combien de temps l'appareil redécolle, on n'a pas ouvert les soutes, et l'appareil se rend par exemple en Israël. Là, il n'y avait pas de transbordement et là, en fait, ça ne nécessitait pas de demande de licence d'exportation auprès
des autorités de la région wallonne et pas de signature donc, sur une telle licence par le ministre-président. Depuis quelques années, et du fait notamment de l'action de la société civile, de VRED, de Amnesty International, CNAPD, etc., la législation a été revue et maintenant, normalement, tout transit, qu'il soit avec ou sans transbordement, pour des équipements militaires, doit faire l'objet d'une demande de licence d'exportation auprès du ministre-président, à plus forte raison quand ça concerne Israël. L'arrêté ministériel qu'a mis en œuvre Elio Di Rupo au moment où il était encore ministre-président wallon, ça a été cassé par le Conseil d'État. Il a été cassé par le Conseil d'État pour des questions de forme. Elio Di Rupo n'avait pas respecté la procédure simplement, mais le Conseil d'État ne s'est pas penché sur le fond. Est-ce que ce n'est pas le devoir aujourd'hui d'Adrien Dolimon de remettre ça? Oui, alors donc là c'était assez spécifique, donc si j'ai bonne mémoire, donc il s'agit d'une question de transit, donc une entreprise, un transporteur israélien qui s'appelle Challenge Airlines, donc transportait du matériel militaire pour Israël et ces appareils transitaient par l'aéroport de Liège. L'entreprise en question a aussi été accusée de faire transiter par après du matériel par d'autres États européens. Et donc, quand il s'agissait de transit sans transbordement, donc au départ, ce n'était pas contrôlé. Ensuite, la région wallonne a pris des mesures pour qu'on contrôle également le transit sans transbordement, et le ministre-président a pris des mesures pour faire interdire la présence de Challenge par l'aéroport de Liège pour amener du matériel militaire à l'État israélien. Alors, ce qui s'est passé, donc, effectivement, c'est que Challenge a déposé une requête au Conseil d'État et le Conseil d'État a donné raison à Challenge, ou en tout cas a considéré que les mesures qui avaient été adoptées par la région wallonne étaient mal construites et donc c'était un problème, comme vous l'avez indiqué, de forme plutôt que de fond. Mais il reste des mesures qui ont été prises également au niveau fédéral par le ministre Gilles Quinet, qui était ministre des Communications à cette époque-là, et ces mesures restent d'application aujourd'hui. Et donc là, elles ne sont pas, à ma connaissance, remises en question. Enfin, je pense que Challenge va probablement essayer de mener d'autres actions. On va voir ce sur quoi ça peut déboucher éventuellement. Mais il reste encore, je vais utiliser le terme, un filet de sécurité ou un filet de secours pour agir aujourd'hui. Comment vous analysez l'accord du Caire qui a été rendu en septembre 2025 concernant l'embargo sur Israël? Alors, je pense que, bon, tout d'abord, il y avait une attitude quand même assez restrictive de la part de la région wallonne, comme je l'ai expliqué préalablement, mais il y avait un certain nombre de choses qui passaient. L'accord fédéral est un accord qui renforce ce contrôle. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt au niveau de la mise en œuvre pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on peut se demander, c'est une question que je pose, est-ce qu'à certains égards, l'aéroport de Liège, par exemple, n'est pas une passoire? C'est-à-dire qu'il faut contrôler ce qui transite. Et donc, qu'il y ait transbordement ou pas, il faut qu'il y ait du personnel pour aller vérifier quand il y a des suspicions. Et là, on constate, sur base des informations disponibles, que le contrôle était lacunaire. Donc je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut maintenant agir. Merci. Et il y a eu récemment au Parlement wallon, suite à l'interpellation citoyenne qui a été menée par un groupe de citoyens wallons, donc l'interpellation citoyenne portait justement sur l'interdiction du transit et de l'exportation, sur la rendre effective et contrôlable. Ils ont fait la conclusion de la pétition. Dans cette conclusion qu'ils proposaient, que la majorité proposait, donc MR et engagés, ils s'enorgueillaient un petit peu de très bien faire leur travail et de veiller à continuer à très bien le faire. Le PS, l'opposition, a proposé un amendement sur l'interdiction du transit avec ou sans transbordement, ce qu'a refusé le MR. Or, on sait que le MR est en train de revoir le décret sur les armes wallonnes de 2012 et il s'était engagé, pourtant dans la presse plus tôt et en août, quand il y avait vraiment une pression autour de ça, à rendre effectif le transit, enfin, l'interdiction du transit avec ou sans transbordement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça et comment vous interprétez ce refus du MR de signer cet amendement. Alors, ce que je vois d'abord, c'est que, encore une fois, donc, on parle de biens d'une nature très particulière. Donc, ce sont des armes. Et quand on dit des armes, donc, il existe une liste qui a été constituée par l'Union européenne. C'est pas juste, donc, les armes, ce n'est pas juste des mitrailleuses, des pistolets, etc. C'est toute une série d'équipements qui sont considérés comme armements, mais qui permettent de construire des véhicules blindés. Ça peut être des moteurs pour des chars, ça peut être des systèmes de visée, ça peut être toute une série d'équipements qui vont servir.
Donc tout ça, ce sont des équipements qui sont destinés à tuer et blesser des gens. Donc ça ne peut pas être traité de la même manière que des pots de confiture, du sirop de liège ou n'importe quel autre type de bien. Donc il faut être particulièrement vigilant et je pense que si on n'est pas capable de contrôler, dans ce cas-là, il faut arrêter de les produire et il faut donc émettre des interdictions systématiques. Donc ça, c'est ma position personnelle. Je pense encore une fois que le contrôle, pratico-pratique sur place, il est insuffisant. Et je pense qu'en ce qui concerne la modification du décret, donc je suis aussi dans l'expectative comme vous. Donc il y a des choses qui ont été annoncées encore cette semaine par la presse, comme quoi il y aurait peut-être d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, une ébauche de documents qui va être discuté au niveau du Parlement. Donc je suis en attente. Mais même si le décret est changé, il n'en reste pas moins que la région wallonne a des obligations. La Belgique a signé le traité sur le commerce des armes. La Belgique est liée à la position commune et la position commune n'a pas changé. Par ailleurs, il y a aussi des conventions telles que les conventions de Genève qui stipulent clairement qu'on ne peut pas assister des gens qui commettent des génocides ou des exactions, etc. Donc on peut s'amuser, la région wallonne peut s'amuser, ou le MR au sein de la région wallonne peut s'amuser à chipoter dans un texte, etc. Mais les obligations, elles sont quand même là. Et on sait encore une fois qu'il s'agit de biens d'une nature tout à fait particulière. Qu'en est-il de la présence d'entreprises israéliennes d'armement sur le sol belge? Je pense par exemple à Elbit, qui est le premier fournisseur de l'arme israélienne, qui est présent entre autres à Tournai, à Oudenaarde. Qu'en est-il? Qu'en pensez-vous? La question que vous posez, elle est extrêmement pertinente. Donc, il y a une entreprise basée dans différentes régions en Belgique, dans la région flamande et dans la région wallonne, qui s'appelle OIP Land System. C'est une entreprise ancienne qui existe, je crois, depuis 1919, qui était spécialisée dans l'optique militaire, donc des systèmes de visée ou des lunettes grossissantes, etc., etc. Et cette entreprise est devenue une filiale de Elbit. Et cette entreprise est encore active dans le secteur des systèmes de visée, des systèmes électro-optiques. Et elle est par ailleurs spécialisée aussi dans la revente de matériel militaire de seconde main, notamment des véhicules blindés. Ces dernières années, elle s'est fait connaître dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que cette entreprise avait racheté des véhicules blindés de l'armée belge, des véhicules blindés de seconde main, et elle les avait achetés à très bon prix, je crois que c'était environ 25 000 € par véhicule blindé. Et la ministre PS de la Défense de Donder a voulu les racheter pour pouvoir, après coup, donc, les exporter à l'Ukraine. Et l'entreprise en question a demandé 10 fois le prix en question, donc je pense environ 250 000 €. Donc la ministre était mécontente et elle a refusé de les acheter à ce prix-là. La Grande-Bretagne, pour la petite histoire, les a quand même achetés de telle manière à pouvoir livrer les équipements en question à l'Ukraine. Donc il s'agit d'une entreprise privée qui se fait de l'argent en vendant des équipements militaires. Et cette entreprise, en fait, c'est une filiale d'Elbit. Donc effectivement, elle est liée de fait à l'industrie israélienne. Ça ne veut pas dire que OIP livre à partir de la Belgique du matériel en Israël, mais c'est une filiale. Et donc ça signifie que de par sa présence, de par les licences d'exportation que OIP obtient à partir de la Belgique pour exporter vers des États tiers, je ne sais pas, ça pourrait être théoriquement les États-Unis, la France, le Maroc, etc. etc. Donc de cette manière-là, si elle obtient ces licences, les autorités belges participent à faire tourner la machine de guerre ou la machine industrielle militaire israélienne. Donc pour moi, c'est déjà problématique à cet égard-là. Par ailleurs, donc si l'armée belge achète des équipements AOP Land System, ça pose aussi une question. Ça veut dire en fait que les autorités belges, par l'entremise des achats d'équipements AOIP pour l'armée belge, elles contribuent à la bonne santé économique de l'industrie d'armement israélienne. Et alors, il y a quelques années de cela, donc il y a des militants pro-palestiniens qui ont mené une action à Oudenaarde justement contre des véhicules blindés de l'armée belge, mais qui étaient, je pense, en train d'être subissaient une maintenance, donc AOIP. Et ces militants ont été appréhendés, je pense même qu'on les a accusés d'actes terroristes. Alors, il y a une seconde entreprise qui est avec un cas de figure qui est assez similaire à celui de OIP Land System. Il y a une entreprise qui est basée dans la région liégeoise qui s'appelle BATS, B-A-T-S, Belgian Advanced Technology System, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les radars terrestres notamment, donc des radars pour détecter les mouvements de personnel, les mouvements de véhicules terrestres, etc., etc.
Cette entreprise, d'après ce qu'on peut trouver comme information en source ouverte, comme on dit à son propos, elle fournirait notamment des radars qui sont déployés le long de la barrière d'Evros, donc à la frontière entre la Grèce et la Turquie, où on sait qu'il y a pas mal de problèmes de maltraitance de réfugiés dans cette région-là. Je pense également que BATS se vante quelque part sur un document d'avoir fourni du matériel aux forces marocaines, ce qui pose potentiellement aussi un problème, vu le fait que l'armée marocaine est déployée au Sahara occidental. Et BATS donc, est aussi une filiale d'une entreprise d'armement israélienne. Donc c'est un cas de figure assez similaire là aussi à OIP Land System. Est-ce que historiquement, c'était pas une entreprise belge qui a été rachetée? Oui, alors je pense que c'est une entreprise belge qui a été rachetée donc, par une entreprise israélienne. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'une entreprise israélienne chercherait à racheter une entreprise belge. Certains experts pensent que ça s'explique notamment historiquement par cette raison-là, c'est que l'industrie israélienne aurait des difficultés à vendre à des pays du Proche et Moyen-Orient et des pays de la péninsule arabique, et que pour ne pas exporter directement des équipements militaires d'Israël vers ces États-là, ces États où il y a une majorité de la population qui est musulmane et où c'est pas très bien vu, donc, du point de vue de l'opinion publique, d'acheter des équipements à l'industrie israélienne, qu'en fait l'industrie israélienne se sert de ce type d'entreprise comme d'une espèce de vitrine pour faire le marketing de leurs produits de manière indirecte. Et la Belgique participe à ça. C'est un peu un consentement en fait ce que fait la Belgique en acceptant ces entreprises, que ces entreprises israéliennes d'armement soient sur le sol belge et rachètent même des entreprises. Oui, je pense, enfin, ça soulève la question, ça soulève cette question, tout à fait. Oui. Des armes sont-elles importées? Des armes israéliennes sont-elles importées en Belgique? Alors, des armes, oui, enfin, au sens large, où le son l'était, donc la situation actuelle reste encore un petit peu opaque, mais je pense que pour pouvoir illustrer ceci, il faut faire référence donc à un contrat qui avait été conclu entre une industrie, un fabricant israélien de munitions, IMI, et un fabricant de poudre basé en région wallonne qui s'appelait PB Clermont. Donc c'était basé en région wallonne. PB Clermont produit des poudres explosives. Ces poudres notamment sont mises dans des balles qui servent donc à fabriquer des munitions pour des armes légères et de petit calibre. Et PB Clermont donc exportait des grandes quantités de poudre en Israël. Mais Israël, les entreprises israéliennes ne fabriquent pas de munitions pour l'armée israélienne, en tout cas d'après les déclarations officielles. Ce que faisait IMI, c'est qu'en fait, ils produisaient des munitions de petit calibre qui ensuite étaient revendues, notamment aux forces armées des États européens et ou de l'OTAN. Donc la région wallonne octroyait des licences d'exportation pour cette poudre en considérant que cette poudre ne servait pas à fabriquer des munitions pour l'armée israélienne, mais que cette poudre donc revenait par après sur le marché européen, peut-être aussi sur le marché des États-Unis, mais en tout cas, je pense d'après les déclarations officielles, c'était sur le marché européen. Alors, dans le contexte de la répression et du génocide qui est en cours à Gaza, la société civile belge s'est mobilisée, Amnesty International, la Ligue des droits humains, VRED, etc. On fait pression très très fort sur le ministre-président à l'époque, il s'agissait de Elio Di Rupo, et les licences d'exportation de poudre à destination d'IMI donc, ont été suspendues. On considérait qu'il y avait un risque parce qu'il n'y a personne pour aller vérifier en Israël que toute la poudre sert effectivement. Ça, c'est peut-être une question juridique, mais est-ce que ça pourrait être aussi de la complicité? Alors, stricto sensu, donc il faudrait poser la question à un juriste. Je pense que stricto sensu, ce n'est pas de la complicité, pour peu qu'on peut attester du fait qu'aucune munition n'a été vendue aux forces de sécurité israéliennes. Mais vu que l'armée israélienne consommait énormément de munitions, qu'il était question de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement pour les forces armées israéliennes, pour moi, le risque était avéré qu'à un moment ou l'autre, l'armée israélienne saisisse une partie des stocks de poudre ou de munitions produites avec la poudre fabriquée en région wallonne. Dernière question qui n'est pas des moindres non plus. Gaza est-il un laboratoire technologique? On voit aujourd'hui la course à l'armement partout, surtout en Occident. Gaza est-il, oui, un laboratoire technologique pour tous ces pays qui s'arment aujourd'hui après 2 ans de génocide
où Israël a quelque part parfait son armement? Alors oui, la question elle est vraiment intéressante, mais avant de considérer Gaza comme un laboratoire, il faut aussi considérer que ce qui se passe en Israël est en partie la conséquence d'autres, entre guillemets, laboratoires. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, il y a des conflits au Proche et Moyen-Orient. On a vu notamment que les forces armées émiraties et les forces armées saoudiennes ont mené une guerre extrêmement cruelle au Yémen depuis 2015, ont rasé des villes, les ont bombardées systématiquement, et que ces actions ont été rendues possibles par les livraisons d'armes européennes, états-uniennes, sud-africaines, etc., à la coalition émiratie et saoudienne. On a pu voir également que dans le contexte de la lutte contre l'État islamique, les forces de la coalition ont bombardé et rasé un certain nombre de villes en Irak et en Syrie également. Et donc, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, il y a déjà eu des laboratoires. Et jusqu'à un certain point, on peut se demander si ce que fait Israël, c'est pas aussi, donc en poussant le curseur un peu plus loin, une reprise de quelque chose qui finalement a été normalisé depuis plus d'une dizaine d'années au Proche et Moyen-Orient avec ce qui s'est passé au Yémen, en Syrie et en Irak. Donc ça, c'est une première partie de ma réponse. L'autre élément, et donc là vous avez raison d'attirer l'attention là-dessus, je pense effectivement que Israël est en train de devenir un laboratoire et que donc il ne faudrait pas s'étonner de voir des labels de type Combat Proven, c'est-à-dire testés au combat, lorsque Israël cherchera à faire le marketing de ses équipements militaires. Pour le moment, les opérations menées par les forces armées israéliennes à Gaza le sont notamment à l'aide d'équipements qui utilisent l'intelligence artificielle, des programmes qui ont été développés par des startups, et il y a un intérêt de plus en plus important dans les forces armées un peu partout à travers le monde pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut aussi noter que ces systèmes qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle ont besoin d'infrastructures, que ces infrastructures sont fournies notamment par des grandes entreprises telles que Google, Amazon, Microsoft, etc., qui sont de fait en train de devenir des fournisseurs d'équipements militaires. Et donc ce qui se passe en Israël, ce qui est testé en Israël, va probablement avoir des implications dans les années à venir dans d'autres régions du monde, malheureusement. Oui. Et la Cisjordanie aussi, c'est quelque part un laboratoire de surveillance de masse? Oui, tout à fait. Mais donc, les forces de sécurité israéliennes, depuis approximativement une vingtaine d'années, ont mis en place, dans le jargon on appelle ça un écosystème, en fait un écosystème économique, un écosystème de start-up. Elle repose en partie sur des collaborations entre des universités, des collaborations entre les services de renseignement, des collaborations entre les forces armées et l'industrie à travers des start-up. Et ces gens donc, développent toute une série d'équipements de surveillance qui sont des équipements de surveillance policiers et militaires. En fait, on est dans un continuum. Il peut s'agir de caméras qui sont capables de détecter un certain nombre de mouvements, d'identifier soi-disant des personnes. Donc la fiabilité de ces systèmes, elle n'est pas du tout, elle est à prendre vraiment avec beaucoup de précautions. Mais effectivement, donc, en Cisjordanie et à Gaza, donc, il y a utilisation de ce type d'équipement depuis de nombreuses années dans un continuum policier et militaire. Donc la Cisjordanie est aussi un laboratoire d'une certaine manière, oui, certainement. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des liens entre la police israélienne et la police notamment anversoise, de ce qu'on sait. Est-ce que ça, c'est pas aussi participer à l'armement d'Israël que d'importer des techniques? Moi, je pense effectivement que, vu le bilan sécuritaire de l'État israélien, vu que c'est un État qui pratique l'apartheid, qui mène un génocide, je pense que tous les liens avec le secteur de la sécurité israélienne doivent être coupés entièrement. On devrait interdire le moindre lien avec les entreprises, les forces de sécurité, les policiers. Il faut couper absolument tous les ponts avec ces institutions-là dans le contexte actuel. Et les universités font-elles partie de cet effort de guerre, justement, militaire aussi? Les universités israéliennes ou des universités israéliennes sont impliquées également, notamment parce qu'elles forment des gens qui travaillent pour l'industrie d'armement, parce qu'elles collaborent beaucoup avec les forces armées et les forces de sécurité en général israéliennes. Donc il faut très clairement également se pencher sur les collaborations avec les universités, tout à fait. Merci. Votre livre qui vient de sortir, je rappelle, Les armes, marchandisation et fabrique d'un monde dangereux. Merci. Merci à vous.